Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, info. Arc-en-ciel, animation festive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Abdelatif Fissat qui anime l'animation, le Mehdi à la technique et l'équipe plurielle de journalistes qui anime l'émission Arc-en-ciel avec nous, Hamid Chariet, éditorialiste, journaliste, écrivain à Paris, Monsieur Henri Fabre, journaliste LCP, écrivain, et Docteur Barga Abiga, journaliste, écrivain, spécialiste de la politique française en Afrique. Sans trop attendre, ce jour, nous serons en direct avec une personnalité de grande notoriété d'ici quelques minutes. Aussi avec une deuxième personnalité qui représente les compétences marocaines en France et qui a bien tracé son chemin dans l'efficacité et la promotion de son pays d'origine, le Maroc. Il est 14h05 et nous sommes en direct avec nos invités de renom qui sont connus sur la scène nationale comme internationale. Nous sommes en direct avec le professeur Mohamed Mouatassim. Bonjour, professeur. Bonjour Sidi, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Et aussi, nous sommes en direct avec le professeur Kamel Kaja. Bonjour, monsieur Kaja. Bonjour, monsieur Sadiki. Bonjour et marhaban al-Aïza. Et aussi, nous sommes en direct avec Hamid Chariet, éditorialiste à Paris. Bonjour Hamid. Bonjour monsieur Mouatassim et monsieur Kamel Kaja. Alors, monsieur Mouatassim, vous avez écouté le poste de membre du cabinet royal et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages en recherche sur les relations internationales. Vous avez été aussi ancien député et président du groupe parlementaire du MP. Vous avez été magistrat membre du Conseil constitutionnel. Vous avez également occupé le poste de secrétaire général auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et vous avez été enfin gouverneur de Sa Majesté, notamment à Tanger. Monsieur Kamel Kaja, vous êtes donc un géopolitologue, vous êtes une compétence aussi marocaine en France. Vous avez, après avoir eu une maîtrise en droit à l'université Sidi Mohamed Ben Abdullah à Fès, au Maroc, vous avez obtenu un master en relations politiques internationales de l'université Paris 2, Panthéon-Assas, et vous avez soutenu dernièrement un doctorat en géopolitique à l'Institut français de géopolitique à Paris sur le sujet et le thème « Les relations américano-saoudiennes à l'épreuve des attaques du 11 septembre 2001 ». Vous êtes également l'auteur d'un article publié par la revue Hérodote, que je connais très bien, et je crois sa fondatrice Yves Lacoste et Béatrice Guiblin, qui a écrit notamment beaucoup d'ouvrages. Et vous êtes également, dont le titre est El Jazeera, phénomène ou l'heure, et vous avez obtenu le prix de mérite TSC de Rosemont en sciences humaines attribué par la chancellerie des académies de Paris. Ma première question, vous êtes parmi les rares personnes qui ont choisi l'option depuis toujours, notamment la preuve par la raison, sur la marocanité du Sahara.
pourriez-vous nous donner d'abord une synthèse et votre opinion sur ce dossier qui devient un sujet non seulement d'inquiétude chez les Occidentaux et plus particulièrement nos voisins, l'Espagne, la France, sur le plan de l'extension d'AQMI et puis d'autres groupes terroristes? La question s'adresse à M. Kamal ou à M. Mu'tasim? À vous deux. Vous pouvez commencer d'abord, M. Mu'tasim, et puis après Kamal pourra compléter. S'agissant du problème du Sahara occidental, entre guillemets, eh bien, j'ai écrit un ouvrage que vous n'avez pas cité sur la marocanité du Sahara après une réunion très importante qui a réuni les chefs des partis politiques marocains avec M. James Becker et à laquelle, bien sûr, j'ai assisté en tant que représentant également d'un parti politique. Et dans cet ouvrage, j'ai expliqué de long en large toutes les injustices dont le Maroc a été victime, à la fois de la part de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, ou la défunte OUA. C'était une lettre que vous aviez adressée au représentant du secrétaire général de l'ONU. Oui, c'est une lettre que j'ai adressée donc à M. James Becker à sa demande. Après avoir terminé la réunion, il m'a demandé de lui adresser ma plaidoirie de la marocanité du Sahara que j'ai faite devant lui et devant les autres chefs de partis politiques qui étaient au nombre d'une douzaine au moins. Et donc, il y a tellement de sujets à aborder dans cette affaire que je ne sais réellement pas par où commencer, d'autant plus que je suis embarrassé par je vous dirais tout simplement, pour résumer, tout simplement qu'il s'agit d'une véritable escroquerie de la part de nos voisins algériens. J'ai eu l'occasion donc de vivre cette question depuis les années 67. Depuis les années 67, et puis en 68 surtout, quand j'ai participé à côté de la délégation marocaine à Addis Ababa, à l'OUA, dans le cadre de l'OUA, Addis Ababa en 1968. C'est à ce moment-là que j'ai eu une prise de bec avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre algérien des Affaires étrangères, qui n'était autre à l'époque que M. Bouteflika, et qui avait essayé de déplacer complètement le cadre juridique de l'affaire du Sahara en présentant le Maroc comme étant une colonie, donc devant se soumettre au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc et du principe de l'autodétermination. Et j'ai été obligé donc d'intervenir et d'attirer l'attention d'abord sur la marocanité de M. Bouteflika lui-même, comme quoi il n'est pas moins marocain que moi, puisqu'il est marocain et oujdi de père en fils. Ensuite, j'ai dénoncé, en tant que professeur de droit international public, j'ai dénoncé la confusion volontaire ou involontaire entre une colonie et un protectorat. L'Algérie était une colonie et c'était tout à fait normal, comme le veut l'ONU, et comme le veut la résolution 15-14-15, que l'Algérie soit soumise au principe de l'autodétermination, alors que le Maroc est un protectorat, et comme vous le savez, le protectorat est un acte pratiquement souverain entre deux États souverains. Le Maroc était un État souverain avant le protectorat français et espagnol. Et donc j'ai levé cet équivoque qui a fait tache d'huile un peu à l'ONU, à l'OUA, au non-aligné, etc., au point que les gens s'accrochent comme ça au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ya Ibadullah, il ne s'agit pas d'une colonie pour pouvoir exercer le droit des peuples. Le Maroc était un protectorat, il a été victime donc de deux puissances coloniales qui devraient normalement apporter leur témoignage, c'est-à-dire la France et l'Espagne, et il y a eu la signature d'un traité de protectorat en 1912 à Fès, le 30 mars 1912, mais il n'y avait jamais eu de traité de protectorat avec l'Espagne. Il y a une ignorance absolue de ce dossier. La France, par un accord secret, avait sous-loué la partie nord et la partie sud à l'Espagne. Et au moment où la France a quitté le Maroc en 1956, l'Espagne a quitté la partie nord et la partie sud. Elle nous a rendu Trafaya 2 années plus tard, en 58, et ensuite, elle a d'elle-même violé le protectorat par un simple décret. Elle a assimilé le IFNI
ce qui est appelé Sahara occidental. Il les a assimilés purement et simplement en 1946. Alors, 46 ans pratiquement, enfin 36 ans après la signature du protectorat. Il les a purement et simplement parce qu'elle a découvert les gisements miniers de Boukra. Et il a eu la France va avoir le même réflexe également quand elle aura découvert dans le Sahara central, ce Sahara central qui fait pratiquement 10 fois le Sahara occidental et dont on parle si peu, alors que s'il doit y avoir un peuple sahraoui et un État sahraoui, c'est sur le Sahara central algérien qu'il doit avoir sa place. Et au moment où la France avait découvert le gaz, les fabuleux gaz algériens, etc., elle a eu le même réflexe aussi en 1957, purement et simplement le Sahara central, le Sahara algérien, par une organisation qu'elle appelle les organisations communes des régions sahariennes, pour essayer justement de subtiliser le Sahara central et en faire un État indépendant. Mais le Maroc, qui était indépendant, le Maroc a lutté, Mohamed VI a fait même le déplacement jusqu'à Mohamed V, rahimahullah, a fait même le déplacement jusqu'à Mohamed Ghazlan pour dénoncer les manœuvres françaises et pour dire que le Sahara central est un territoire algérien et que si l'Algérie devait être indépendante, elle devait avoir son indépendance dans toute son intégrité territoriale. Ça, les Algériens, malheureusement, je l'ai dit à Bouteflika quand j'ai eu une prise de bec avec lui à Addis Abeba, je lui ai dit, vous avez oublié tout ça et vous ne dites jamais ça à nos amis africains qui, eux, bien sûr, la plupart d'entre eux étaient des colonies, étaient des partis uniques. C'était cette période du Sahara, quand nous avons été escroqués, ça a coïncidé malheureusement avec une période très trouble au Maroc. Le feu, Sa Majesté Hassan II, rahimahullah, était relativement isolé sur le plan diplomatique par la faute, bien sûr, de nos compatriotes marocains qui faisaient une opposition systématique à son régime. Maintenant, ils le regrettent. Maintenant, ils s'aperçoivent que nous avons perdu beaucoup de temps dans cette opposition systématique à la monarchie et à Sa Majesté Hassan II. Il y avait également un environnement international qui n'était pas favorable, puisqu'au sein de l'ONU, l'Algérie faisait cavalier seul, au sein des partis uniques je n'ai pas d'autre mot à utiliser que la corruption qui dominait l'Assemblée générale, et c'est dans cette Assemblée générale qu'elle a réussi à tromper l'Organisation des Nations Unies et à faire passer en 1966 la résolution 2229, qui a été une résolution catastrophique pour le Maroc, alors que l'ONU, comme je l'avais dit à M. James Beckett, je lui dis, votre injustice a consisté à transformer la résolution 2072 qui, en 1965, a mis les choses au point, a identifié le protecteur, c'est-à-dire l'Espagne, et le protégé, c'est-à-dire le Maroc, et a voté une résolution très importante, la 2072, qui demande à l'Espagne d'entrer en négociation avec le Maroc pour la libération d'Ifni et du Sahara occidental. Et en 1966, l'Algérie arrive en force au sein de l'Assemblée générale, elle domine l'Assemblée générale avec les partis uniques africains, et elle fait passer cette résolution 2229 qui pose le problème encore une fois de l'autodétermination, en violation tout à fait de la résolution 15-14-15, qui ne pose pas simplement cette résolution 15-14-15, qui ne pose pas simplement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais qui pose aussi dans son paragraphe 6 l'interdiction de pouvoir remettre en cause l'intégrité territoriale des États. Alors elle faisait, comme nous disons en arabe, une lecture de Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Quel rôle peut jouer les Marocains résidant à l'étranger en tant que capital immatériel du Maroc dans ce dossier épineux? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais compléter le rappel historique du professeur Mortassim en disant que la question ne serait pas posée si le Maroc a été colonisé par une seule puissance coloniale, mais aussi que le Maroc, qui était membre constituant de l'Organisation de l'Unité africaine, il a mis une réserve lors de la formation de cette organisation en stipulant que le principe du itis posseditis iuris, ça veut dire que la non-unité des frontières issues du colonialisme ne s'applique pas au Maroc.
ne s'applique pas au Maroc qui en 61 attendait de libérer ces territoires du sud du joug du dictat espagnol. Alors, revenons à votre question. Donc, le rôle des résidents marocains dans le capital immatériel au Maroc. Avant tout, j'aimerais revenir sur le travail de la diplomatie marocaine et surtout que le rôle que les RME peuvent apporter en tant qu'élément de notre diplomatie parallèle. J'aimerais dire que face aux nouveaux enjeux géopolitiques et stratégiques, le Maroc doit se doter d'une politique étrangère cohérente, voire ambitieuse. Parce que le Maroc doit ainsi sortir du cadre traditionnel de la diplomatie et évoluer vers une diplomatie plus professionnelle qui doit s'adapter à l'évolution rapide du contexte géopolitique et stratégique international, caractérisé par la multiplication des crises régionales, notamment dans son espace immédiat, avec l'instabilité régionale qu'on voit et surtout, comme vous l'avez bien signalé, la menace que constitue AQMI. Ce qui veut dire que notre diplomate ne doit plus se cantonner à une fonction représentative. Leur mission doit au contraire se conformer à la dynamique politique et économique que connaît le Maroc ces dernières années. Ils doivent être créatifs, actifs pour défendre nos intérêts nationaux. Le Maroc doit ainsi renforcer sa présence, se positionner sur le plan régional et continental. Il doit être actif et au cœur des stratégies mises en place et non témoin des événements qui se déroulent sous ses yeux. C'est pour ça que je dis que sous l'impulsion de Sa Majesté, donc le Maroc a commencé à mettre le point sur la diplomatie parallèle et la nécessité de la renforcer, dans laquelle toutes les forces vives de la nation, que ce soit les partis politiques, le Parlement, la société civile, les universités et les médias, doivent prendre part à travers leur implication dans l'élaboration d'orientations et initiatives étant trait à la politique étrangère de notre pays pour constituer un front commun pour défendre nos intérêts nationaux. C'est Kamel Kaja, donc compris l'intervention et les temps qu'il y a une diplomatie réellement professionnelle et en même temps on tient compte des compétences et une force active et importante des Marocains résidant à l'étranger pour la promotion du Maroc sur différents plans. Bien sûr. C'est là que réside le rôle que les résidents marocains à l'étranger peuvent et doivent apporter à travers leur contribution dans leur pays d'accueil, participer activement dans cette diplomatie parallèle pour défendre nos intérêts nationaux. Parce que quand on parle de l'image du Maroc, en géopolitique, l'image, ça relève d'un élément subjectif. Même si c'est important. Mais il faut dire que les relations internationales sont basées sur les intérêts nationaux. Sur les intérêts nationaux, c'est pour ça que les résidents marocains à l'étranger doivent s'impliquer auprès des instances de leur pays d'accueil, mais doivent avoir le soutien de leur pays d'origine d'ailleurs, qui est le Maroc, qui doit les intégrer dans une vision globale, dans sa démarche diplomatique, et doit bénéficier de leur expérience et leur permettre d'apporter leur édifice à cette nouvelle dynamique politique, socio-économique que connaît le Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Parfait, c'est Kamel. Mon direct avec journaliste de très haut niveau et nous surprésenté, c'est notre vice-président de la radio, M. Mohamed Amloul, un ardeur défenseur de la Mazir et aussi il est membre conseiller fédéral du Congrès international Amazir qui souhaite poser une question à Sey Mouatassim vu que Sey Mouatassim est l'auteur de l'ouvrage Les Berbères et l'évolution politique au Maroc. D'abord, bienvenue sur nos ondes à partir du Maroc, donc vraiment bienvenue. De plus que son ouvrage est plus que d'actualité aujourd'hui dans le Maghreb, parce que c'est un ouvrage qui traite de l'évolution de la question berbère politiquement au Maroc, mais je pense qu'il doit avoir un regard sur les pays voisins comme la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. Voilà, donc moi j'aimerais bien lui dire en fait aujourd'hui comment on a évolué politiquement au Maroc et quel est un peu son regard sur les pays voisins, sur la question berbère. Est-ce qu'il voit un demain le futur, je dirais, au profil de cette langue au niveau des constitutions, tout simplement, que ce soit du Maroc, d'Algérie ou de la Tunisie? Oui, ce n'est certainement pas dans cet ouvrage que vous trouverez la réponse à vos questions. Mais ce que je dois vous dire, c'est que la question de berbère au Maroc notamment, que je domine bien, a supporté longtemps les séquelles de ce fameux daïr berbère. Ce daïr berbère de 1930 qui a été imposé à Sa Majesté Mohamed V par le protectorat
et dans lequel la France coloniale, la France protectrice entre guillemets, avait tenté de séparer le Maroc en deux zones, une zone berbère et une zone arabe, alors que le Maroc devait être uni, et donc ce Daïr qui a été combattu par le peuple marocain et qui a été à l'origine même du soulèvement du nationalisme dans les zones rurales. Autrement dit, ce Daïr a eu l'effet contraire. Tout ce qu'attendait le protectorat de ce Daïr, c'est retourner contre le protectorat, puisque il y a eu des manifestations non seulement à Fès, mais un peu partout au Maroc, criant Latif, Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ultf bina Ya Latif, wa la tufarriq binana wa bina ikhwana al-Barabir. Toujours est-il que ce Daïr a eu donc une sorte de chic-node, une sorte de départ du nationalisme intégral, que ce nationalisme qui ne touchait que les villes bourgeoises de Rabat, Fès, Salé, eh bien, il a commencé à toucher les zones rurales. Et de sorte que, au moment où j'étais député de 1977 à 1900 dans le premier parlement monocaméral de 77 à 82, au moment où le groupe parlementaire berbère que je présidais, du mouvement populaire, au moment où j'ai soulevé la question de Tamazirt en demandant que Tamazirt soit quand même ait sa petite place au sein de l'information marocaine, on voit des informations en langue anglaise, en langue française, en langue arabe, mais pas en Tamazirt. On parle toutes les langues sauf Tamazirt. Alors ça a fait un tollé, je dois le dire, hein, c'est peut-être un secret d'État, mais ça a créé un tollé de la part des partis conservateurs au Maroc, et ça m'a même valu à l'époque d'être dégommé de la présidence du groupe parlementaire, le fait d'avoir abordé ce problème de Tamazirt. Alors que finalement, aussi bien dans ma thèse que ce que je disais au Parlement, c'est uniquement pour désacraliser ce phénomène et montrer d'une composante marocaine qui est une culture marocaine de nos ancêtres qu'il faut cultiver, à laquelle il faut donner la place qu'elle mérite, et que cela ne porte en aucun cas préjudice. Smahlé, vous venez de dire que la France coloniale n'a pas fait que de belles choses. Et cette division au Maroc, elle existait aussi durant la période coloniale en Algérie. Ils ont divisé donc déjà les deux Kabylies, la petite et la grande Kabylie. Ça a fait un désordre. Et ça a laissé des séquelles aussi. Bien vrai, je suis d'accord avec vous sur cette période coloniale. Et aujourd'hui, des séquelles, elles sont là, quoi. Hein, parce que nous, on a du mal à la reconnaître officiellement dans la constitution algérienne. On nous refuse même des prénoms berbères. Je pense que c'est pas le cas au Maroc. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est que avec l'arrivée de Sa Majesté Mohammed VI, eh bien, les choses ont changé. Et si vous lisez le dossier, la constitution de 1911, qui a fait de la langue berbère une langue officielle aux côtés de la langue arabe. Alors, ce qui fait que maintenant, si vous circulez à Rabat, vous trouvez écrit en tifinagh pratiquement tout ce qui est écrit en arabe est écrit et doublé sur les institutions marocaines ou sur les établissements publics marocains ou sur les ministères marocains, etc. Donc, Sidi Mohamed a compris qu'il fallait désacraliser ce problème et que celui qui est marocain. Il a d'ailleurs renforcé cette tendance lors de sa dernière intervention devant le Parlement, l'ouverture du Parlement vendredi dernier. Il a insisté sur le fait d'être fier de sa marocanité, de cultiver sa marocanité et donc de cultiver indirectement tout ce qui peut être à la base de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Donc Tamazirt au Maroc est en train de prendre un bon chemin, contrairement malheureusement à ce qui se passe chez nos voisins. Je crois que Tamazirt est en train de prendre du bon chemin. Il y a simplement, je l'ai signalé hier à Sisdir, il y a simplement une faille dans l'apprentissage de Tamazirt.
Je dis que nous n'avons pas revendiqué pendant des années et des années Tamazirt pour simplement écrire avec des lettres finales que très peu de gens comprennent. Simplement, nous avons revendiqué Tamazirt pour qu'elle soit parlée par le juge qui s'adresse à des nationaux dans le Moyen Atlas, dans le Haut Atlas, dans l'Anti-Atlas, dans le Sousse, un peu partout, et qui s'adresse à des justiciables dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Ce juge devrait faire l'effort d'apprendre Tamazirt. Le gendarme devrait faire l'effort d'apprendre Tamazirt. Le policier devrait faire l'effort d'apprendre Tamazirt. N'importe quel fonctionnaire ou serviteur de l'État devrait faire l'effort d'apprendre Tamazirt. Et pour l'apprendre, je pense qu'il faut trouver d'autres moyens didactiques autre que le passage. Alors, je peux vous répondre en quelques secondes. Abdelatif va m'excuser parce que j'ai pris un peu de son temps. Ce que vous dites est très très important. C'est même le souhait de tous les pays voisins de voir un juge, un avocat ou un extrait de naissance en langue berbère aujourd'hui. Mais je vous garantis que nous, notre institution qui est le Congrès mondial Amazigh, où je suis conseiller fédéral, surtout les années 98 avec Id Belkacem, avec Rachid Raha qui sont nos frères marocains, on a opté pour le latin. Donc aujourd'hui, policier, juge, arabophone, il peut écrire en latin. On l'écrit en latin, donc il n'y a plus ce problème de tifina. On va les garder comme juste comme ça, mais aujourd'hui on travaille avec le latin. C'est accessible à tout le monde. Je vous félicite, monsieur. Hein. Voilà. Je vous félicite parce que moi, quand j'écriais ça devant le conseiller de Sa Majesté, Rahimallah, monsieur Belfré, quand je lui ai dit nous n'avons pas lutté pendant des décennies pour la langue arabe, pour que vous veniez l'enterrer par par un alphabet qui est normalement qui devrait être le travail des chercheurs et des scientifiques, mais qui ne doit pas être le langage des enfants à l'école. Un enfant qui arrive à l'école, qui a devant lui l'alphabet arabe, l'alphabet latin, l'alphabet de Tufinar, etc., est un enfant perdu. Ça ne se fait jamais dans aucun pays avancé, ni en France, ni en Amérique, ni dans les pays européens d'une manière générale. Donc, je vous félicite d'avoir choisi l'alphabet latin, qui n'est pas l'alphabet du protectorat. C'est ça la confusion que font les gens. Le fait d'utiliser l'alphabet latin, on pense que c'est l'alphabet français, donc on utilise la langue française, donc on utilise la langue de l'ex-colonisateur, donc, et c'est faux. On utilise l'alphabet latin est utilisé en Amérique latine, il est utilisé partout. Et si justement on veut enrichir au niveau linguistique, l'arabophone a le droit d'apprendre le berbère à partir de cette écriture. D'ailleurs, c'est une richesse, apprendre l'arabe, apprendre le berbère. Je pense que ça peut qu'apporter, conforter les liens de fraternité entre les deux ethnies. Je suis un ancien d'Azrou, du collège berbère d'Azrou. Oui. Et les Français apprenaient le berbère à ceux qui ne le savaient pas par la chrestomatie marocaine, c'est-à-dire un ouvrage qui est fait avec un alphabet latin. Et si on utilise l'alphabet latin, on pourrait ouvrir la voie à l'apprentissage du berbère aussi bien au Maroc qu'en France. Alors je ne peux que vous féliciter et vous encourager au sein du Congrès Amazigh de vous encourager à insister sur l'apprentissage des langues par je peux vous garantir qu'ici en France, l'INALCO, qui est une institution bien sûr concernant la langue berbère, la promotion, à sa tête monsieur Selm Chakeri Bounfour, qui est un Marocain, qui est un éminent chercheur. Depuis une quinzaine d'années, on présente des élèves au bac berbère. Bien sûr, ça reste une preuve facultative, mais déjà, ils peuvent choisir l'option berbère au bac. Ça, c'est très très important. Et on aimerait voir ça au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte. En tous les cas, merci pour votre ouvrage. Et quant à nos émissions, elles sont produites en plusieurs langues, que l'émission Arc-en-Ciel de notre ami Abdelatif
qui va fêter sa première année, qui fait un travail formidable pour les Marocains, berbères ou autres. Et bien sûr, notre émission également, le vendredi et dimanche, ils sont en langue berbère. Mais on invite également nos amis arabophones. Voilà, on est là pour faire la promotion, pour vous inviter, pour essayer de vous faire connaître et parler de vos ouvrages. Voilà, bien merci sûr, beaucoup. C'est à Lyon, hein? Oui, c'est Mu'tasim. On est à Lyon, on est à Saint-Priest, à la ville de Saint-Priest. Arc-en-ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Oui, juste un instant, parce que là, il y a une deuxième personne qui est en ligne, un journaliste de la chaîne parlementaire, qui posera la question en même temps à vous, si Kamel, et je prendrai la parole tout de suite derrière pour la suite de ce débat, de ce beau débat. Oui, Henri, bonjour. Oui, bonjour, c'est formidable ce que j'ai entendu là, c'est vraiment... En plus, on voit les conséquences, les séquelles et l'évolution des décolonisations, de la colonisation, bien entendu, et des décolonisations. Et encore une fois, moi qui suis catalan, je suis devant une carte du monde en ce moment, et notamment devant une carte de l'Afrique et du fond de la Méditerranée de mon côté, puisque je suis catalan, et je me dis comment on a fait les partages ensuite, comment on a coupé, et c'était la question que je voulais poser à ces personnalités, comment on a coupé la Catalogne, on le voit très bien, on a pris les Pyrénées pour la couper, mais comment on a fait pour couper le Maroc de l'Algérie? Le Maroc a été un État souverain. Je vois une drôle de frontière avec plein de crêtes, de tours, de trucs, et je me dis, mais qui a décidé, c'est évidemment les colonisateurs de l'époque, mais qui a décidé le découpage du Maroc et en fonction de quoi par rapport à l'Algérie? Eh bien, je vais vous dire une chose, monsieur, vous abordez un problème très très important là par votre question, parce que là, oui. Il s'agit d'une grande responsabilité de la France, de la France coloniale, parce que oui, moi, en tant que étudiant en France, étudiant français, enseignant en langue française, je sépare toujours la France en deux parties, la France des démocrates, la France authentique, la France profonde et la France des colonisateurs. Oui. Eh bien, malheureusement, à partir du moment où la France a pris l'Algérie et qu'elle l'a assimilée en colonie, eh bien, elle a tout fait pour essayer d'agrandir. Est-ce que vous n'êtes pas scandalisé par la superficie de 2 millions et quelques kilomètres carrés de l'Algérie au détriment du Maroc? Est-ce que vous n'êtes pas surpris par un Sahara central qui fait 10 fois le Sahara marocain? Et avec ça, rien n'arrête l'hégémonisme algérien, rien n'arrête l'impérialisme algérien. Eh bien, tout simplement parce que la France supporte une grande responsabilité. La France, pensant que l'Algérie est française et qu'elle allait y rester ad vitam aeternam, eh bien, elle faisait tout. Elle a assimilé Tindouf, qui faisait la prière au nom du sultan marocain depuis des siècles. Elle a assimilé Touet, elle a assimilé Khnatsa, elle a assimilé donc tous ces territoires qui n'étaient pas du tout algériens. Elle les a assimilés. Et si la France avait été restée longtemps en Algérie, elle aurait assimilé même le Maroc, elle l'aurait même transformé également en colonie. C'est ça ce qui fait que nous avons des frontières. Oui, c'est Mu'tasim, s'il vous plaît. Justement, c'est Kamel Kaja, vous pouvez intervenir. J'ajouterais encore une chose, c'est que après l'indépendance du Maroc, la France a voulu négocier la délimitation des frontières avec feu Sa Majesté Mohamed V et il a refusé. Il a dit qu'en fait, nous traiterons des frontières avec un gouvernement algérien indépendant. Et cependant, dès que l'Algérie malheureusement a eu son indépendance, on a eu la guerre des sables, alors que la plupart du mouvement, la plupart des gens qui composaient le FLN, ils sont passés par le Maroc. Bouteflika, il est né en Algérie, à Oujda. Donc on regrette cette délimitation qui a porté préjudice au Maroc. Oui, c'est Kamel Kaja, donc je suis sincèrement très heureux aujourd'hui de la richesse du débat et de sa transférabilité parce qu'on me reste encore une dizaine de minutes. Il y a notre troisième journaliste, Mathieu Mbarga Abiga, qui est un journaliste politique qui est spécialiste aussi de la question africaine ici en France, qui va rentrer en ligne d'ici peu et qu'on va parler par rapport au rôle des Marocains résidant à l'étranger dans cette concept initié par Sa Majesté, coopération Sud-Sud. Les Marocains du monde constituent réellement
un capital immatériel de grande qualité dans ce dossier. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, j'ai écouté l'essentiel des propos tenus et la question s'adresse à notre invité du jour. Elle est extrêmement précise. La coopération sud-sud, quelle est son appréciation de cette démarche qui en réalité est un grand rêve pour l'Afrique en développement et en réalité, quelles sont les perspectives et projections de cette démarche qui pour l'instant est de manière théorique? Le Maroc, il a engagé une diplomatie très ambitieuse envers le continent africain. Ça veut dire quoi très ambitieux? C'est-à-dire théoriquement ou pratiquement ou les deux? Non, c'est pratiquement, quand on voit les voyages qu'a effectué Sa Majesté au niveau dans le continent, quand on voit les échanges, quand on voit l'implication des entreprises marocaines et l'expertise qu'ils peuvent apporter dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine aérien ou dans le domaine des ports ou dans le domaine voire même de l'éducation. Donc, et le Maroc, normalement, il a cette obligation de diversifier ses partenaires. Donc, on peut pas se cantonner à une diplomatie exclusivement vers l'Europe. Il faut développer d'autres partenaires, que ce soit les pays émergents, les puissances émergentes, et même aussi dans le continent africain. Et je regrette aussi... Oui, mais pardonnez-moi de vous interrompre, l'idée c'est de rester dans la coopération sud-sud. Nous avons noté que le Maroc, il y a une organisation de foires, par exemple, foire de Maroc, Cameroun, il y a des initiatives. C'est pourquoi c'est important que vous nous précisiez les pratiques, les démarches pratiques, puisqu'on n'est plus dans la théorie, vous l'avez rappelé, mais de manière pratique, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que, pour rassurer les populations sud-sud, les populations africaines, sans pour autant chasser d'autres communautés? Le Maroc, il a participé à plusieurs conférences, que ce soit par exemple en Afrique du Sud, voire le forum social qui s'est déroulé à Dakar. Et je rajoute même l'initiative qu'a pris le Maroc aussi de donner une carte de séjour des résidents africains qui sont au Maroc. Donc, vous pouvez les intégrer dans ce marché de l'emploi et tout. Donc, il y a plusieurs initiatives. Ce n'est que le début. Donc, on attend encore plus des autorités marocaines, des universités, des entreprises et aussi des ONG. Donc, de s'impliquer dans cette coopération sud-sud. Juste d'un mot, puisque le temps passe très très vite, vous l'avez observé. Il y a donc une exigence de créer aussi ce pôle de communication par les médias pour que l'action lancée par le roi Mohamed VI soit un relais pour une bonne information. C'est-à-dire le travail que vous êtes en train de faire doit être diffusé le plus largement possible à travers ces supports ou les supports de communication adaptés pour cela. Mais merci de m'avoir répondu et d'avoir compris que vous êtes dans l'idée que la grande ambition, les grandes réalisations pour une projection de l'Afrique qui gagne entre sud-sud et aussi à travers d'autres nationalités, d'autres nations. Merci Mathieu, docteur Mathieu Mbarga Abiga, journaliste politique, spécialiste de la politique française en Afrique. À très bientôt. Donc, merci à vous. On va rester en ligne avec nos invités et on va marquer une toute petite pause avec un discours qui nous tient à cœur, qui concerne l'ensemble des Marocains patriotes qui croient aux constantes dans notre pays d'origine. Le roi Mohamed VI a annoncé un discours et que je tiens à le diffuser parce que ça concerne les vrais patriotes. مجال للغموض أو الخداع فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب ودقت ساعة الوضوح فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. ولكن الحوايج اللي كتعاش هو انني هذا المشكل ديال الصحراء تألمت ليه من سنة 67. انا ذاك كنت شاب في عمري 29 سنة وكنت يلاه دخلت للديوان الملكي مكلف بمهمة وكنت من هذوك اللي تيقولوا غادي يقرا قلب الفيستا ورجع
ورجع العرش ورجع الملك ورجع اسمه، لانه كان ديك الوقيته محاربه سيستيماتيكيه ديال العرش وديال الحسن الثاني رحمه الله. ولكن الحمد لله التاريخ عطاني كان بجانبي وبيليت بعد 30 سنه على انه اللي كان تيقول هذا قلب الفيستا قلبوها 30 عام من بعد، والحمد لله بان على انهم كانوا في واحد العدد كانوا خاطئين وسببوا لنا في واحد 30 سنه اللي مشات هكذاك اباء المنظوره الى اخره. هذا موضوع اخر كنا نديروا عليه تا واش ندور شنو. J'appuyais à la fédération pour le rôle qu'elle a joué justement. Vous savez que cette vulgarisation de l'affaire du Sahara occidental, la conférence organisée à Fès, la conférence organisée à Meknès, les activités qu'elle a faites à Azrou, ce qu'elle bientôt va faire dans la région de l'Oriental, tout ça, je pense que c'est un travail qui honore les émigrés, qui honore la fédération, qui honore le Kader Douane, qui honore tous les Marocains qui sont en train de rendre un service plus important que ne le font malheureusement les partis politiques qui n'organisent de meetings ni de conférences dans les différentes régions du Maroc pour pouvoir leur dire de continuer à croire que leur pays est un et indivisible. C'est dans la lutte pour l'intégrité territoriale à juste titre, dans la légitimité, en réponse à en fonction en conformité plus exactement avec les conférences internationales, avec le droit international. Tout le droit international milite en faveur de la thèse marocaine. Et ça, la fédération nous a donné l'occasion, pas simplement, m'a donné l'occasion à moi et à d'autres professeurs de pouvoir exposer ça devant une bonne partie du peuple marocain dans différentes villes. Et ça, pour cela, je rends un hommage appuyé vraiment à la fédération. Et à son président, c'est Hadi Erdouane, qui est notre président fédéral. Et bien sûr, il y a tous les membres de la fédération, il y a tous les dirigeants de la fédération. Sachez-le, c'est Mu'tasim, ceci que vous avez évoqué par rapport aux partis politiques, c'est aussi valable par rapport à l'ensemble des personnes qui œuvrent au nom du Maroc ici, à l'étranger, parce qu'on a besoin d'appui, on a besoin de soutien pour faire parler de la cause nationale, pour travailler sur la cause nationale d'une manière en diplomatie parallèle, mais malheureusement il n'y a pas de soutien et on le dit à haute voix, il y a un manquement et cet manquement il est temps de la dépasser. Il faut dire que la culture et l'attachement des résidents marocains à leur pays d'origine que le Maroc est un vecteur de lien entre ces derniers et leur pays d'origine et constitue un atout pour le Maroc. Et cette diplomatie parallèle, cet élément de la diplomatie parallèle, il doit avoir l'appui de notre pays. Cette dernière doit agir en interaction, voire en binôme avec la diplomatie officielle. Dont le but ultime doit être bien sûr la défense de nos intérêts nationaux et notre sécurité nationale. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Mu'tasim. Quand on parle de conférences, de pas mal de choses qui se font au Maroc, on ne peut pas se contenter du Maroc. Il faut développer d'autres partenariats avec les associations du Marocain à l'étranger, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit ailleurs. Il faut expliquer à la communauté internationale l'injustice que subit le Maroc, et en même temps de pousser les acteurs de la société civile, les actes au sein de la communauté marocaine à l'étranger, de développer une véritable diplomatie parallèle. Parfait, si Kamel. La diplomatie, je dis simplement que la diplomatie parallèle a été inaugurée par le Parlement de 77. Je crois que nous avons fait à l'époque, nous étions toute une équipe à l'époque, le Parlement. كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. الهجرة ما كانش, ce n'est pas comme aujourd'hui. Les gens vont au Parlement parce qu'ils y trouvent une solution à leurs problèmes personnels. Mais à l'époque, nous nous sommes retrouvés au Parlement une pléiade d'intellectuels, de professeurs, d'avocats, etc. Et nous avons pris en charge l'affaire du Sahara en diplomatie parallèle. Et je vous assure que nous avions fait un travail nettement supérieur à celui que faisait le ministère des Affaires étrangères. Sans aucun doute, c'est le Mu'tasim. Il y a Hamid qui souhaite rajouter 2 mots parce qu'il me reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Oui, Hamid. Oui,
simplement pour compléter, c'est que je pense que le moment est donc venu de prendre des initiatives audacieuses, et notamment, comme a dit notre confrère Mathieu Mbarga-Vega, il est temps qu'il y ait vraiment une diplomatie parallèle et des moyens de communication qui soient aujourd'hui à la hauteur pour le Maroc et pour défendre cette cause nationale, ce Sahara qui est marocain, et développer des moyens de communication à l'heure où aussi la diplomatie de l'information est une diplomatie, je crois à mon sens, fondamentale et importante au sein de la communauté internationale. Oui, Hamid, merci infiniment de cette participation. On te dit à la semaine prochaine. Et si je puis me permettre pour conclure, oui. L'émission Arc-en-Ciel, qui est la seule émission unique, il faut le dire, sur la promotion des relations France-Maroc et des Marocains dans le monde, participe à cela. Oui, mais c'est un honneur et c'est un devoir patriotique que nous assumons depuis plus qu'1 an et demi maintenant. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a plus de 26 pays qui nous suivent à travers des statistiques de YouTube et d'autres organismes de diffusion de cette émission. Nous sommes heureux et c'est un devoir patriotique et c'est un devoir de respect aux constances de notre royaume. C'est Mu'tasim, nous tenons à vous remercier infiniment de cette participation et on vous donne rendez-vous. Je n'oublie pas, à côté du Kader Douane, de rendre hommage aussi à une personne qui se démène beaucoup au Maroc, qui s'appelle Maître Kja. Maître Kja Najat travaille beaucoup dans ce cadre des immigrés précisément. Et à ce sujet, c'est Mu'tasim, puisque vous l'avez évoqué, nous sommes en train de préparer une émission spéciale à l'occasion de la fête de Masira Al-Khadra, Inch'Allah, avec une participation active de la fédération présidée par Serdou Al-Qadi et son équipe, et aussi avec des personnalités qui ont charge de ce dossier au Maroc, avec un duplex en direct du Maroc pendant 1 heure, et c'est un hommage qu'on rend au travail de la fédération et au travail aux vrais patriotes. C'est Mu'tasim, nous tenons à vous remercier infiniment de cette participation. C'est moi qui vous remercie. Et soyez les bienvenus chez vous ici, soit au studio, soit par téléphone. L'émission Arc-en-Ciel est à votre disposition. Radio Pluriel, comme vous l'avez bien entendu par l'intermédiaire de vice-président, c'est une radio qui est pour la diversité et aussi qui ouvre ses portes pour notre royaume du Maroc. Merci Sikaja de cette participation, une véritable compétence marocaine. C'est moi qui vous remercie et je tiens à saluer tous nos compatriotes marocains à travers le monde. Et j'aimerais aussi saluer une force armée qui veille au grain, qui veille à la sécurité et à la stabilité de notre pays. Je lance un appel parce que je suis fils d'un militaire et j'aimerais bien le dire. Eh bien écoutez, c'est un honneur d'avoir avec nous un fils d'un militaire et c'est à travers vous, nous adressons un hommage appuyé aux forces armées royales et notamment ceux qui opèrent au sud du Maroc. C'est la fin de cette émission. On vous laisse avec... Il y a une chose là qu'on ne doit pas oublier. Vous êtes sur le bon chemin. Merci. Vous êtes votre travail est sur le bon chemin et continuez à soutenir Sa Majesté Mohammed VI. C'est un jeune roi qui est la force tranquille, qui est plein d'idées, qui a ouvert la voie à la démocratie. Ça, on n'en a pas parlé pendant l'émission. Qui a ouvert la voie à la démocratie, qui a pris des risques extraordinaires en laissant les gens savourer le plaisir et la joie de la démocratie. Et ça n'a pas de prix. Avec cela, vous pouvez être sûr que votre mission, Inch'Allah, sera accomplie. Vous savez, monsieur, notre souverain, que Dieu le protège et l'assiste, a été clair depuis plusieurs décennies sur le rôle des Marocains résidant à l'étranger. Et c'est une fierté pour nous, en tant que Marocains, tout court, en tant que Franco-Marocains aussi, parce que notre pays d'adoption nous permet de promouvoir notre pays d'origine. Sachez-le, oui, que nous sommes fidèles aux constantes et rien que les constantes. Bravo. Merci, c'est Mu'tasim, et à très bientôt. À très bientôt. Je vous laisse avec cette petite pause musicale de Moyen d'Atlas qui certainement vous fera plaisir pour la fin de cette série. Je vous enverrai des enregistrements. Marhaban, marhaban.
arc-en-ciel. إلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله.